Monsieur Duhamel, vous perdez votre temps. Ne faites pas les réponses à ma place. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans la parole officielle de ce pays. Donc vous vous alignez sur la position du CFCM et vous dites les abayas, pas de problème, on peut continuer à en porter au collège. On va avancer, s'il vous plaît. Si c'est ça que vous voulez me faire dire, tiens, pour une fois, je vais être d'accord. Et je voudrais attendez, mais Monsieur Duhamel, vous êtes là pour ça, je sais ce que vous faites. Hein, tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Oui, bon, on a compris. Alors, l'abaya... Jean-Luc Mélenchon détruit un journaliste raciste en direct. Le leader de la France insoumise était invité sur le plateau de BFM TV afin de démonter un à un les discours dominants sur le voile, les violences policières et la crise migratoire. Dès le début, il recadre violemment Benjamin Duhamel, l'accusant d'alimenter une obsession contre les musulmans et refuse de cautionner l'amalgame entre foi et menace. Quand le sujet des soulèvements de la terre est lancé, il renverse la table. C'est Darmanin, pas les manifestants, qui a provoqué la violence, affirme-t-il, dénonçant un gouvernement condamné par l'ONU. Sur l'immigration, il frappe fort. L'Union européenne est une honte, dit-il, en accusant les dirigeants de traiter les migrants comme une marchandise. Comme vous allez le voir, il déjoue les pièges, expose les contradictions et détruit Benjamin Duhamel en direct. Qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot terroriste dans des conditions qui sont indécentes. On ne met pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou qui sert de bassine, et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan ou qui égorge Monsieur Samuel. Monsieur Mélenchon, si je puis me permettre, sur les soulèvements de la terre, il n'y a pas seulement le fait de s'opposer à certains projets, il y a le fait à Sainte-Soline d'organiser une manifestation qui est interdite et parfois de cautionner ou de ne pas condamner des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Il y a ce qui s'est passé à Nantes, le fait d'aller saccager des cultures qui avaient vocation à essayer de se passer de pesticides. Il y a ce qui se passe ici avec le fait de continuer à aller se mobiliser alors même que la manifestation est interdite. Vous voyez bien qu'il y a un sujet de rapport à la loi et à la violence dans la façon dont se comportent les soulèvements de la terre. Non, mais monsieur Duhamel, vous avez raison de dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est le comportement du gouvernement, condamné par l'ONU, condamné par la Cour européenne de justice et condamné par pratiquement tout l'univers civilisé. Et dans les pratiques des soulèvements de la terre, il n'y a pas de problème. Pardon, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Il y a donc une pratique violente, délibérée. À Sainte-Soline, la violence a été provoquée par M. Darmanin. Je répète, a été provoquée par M. Darmanin. Quand vous tirez de votre propre aveu 4000 grenades sur 6000 grenades sur 4000 manifestants, admettez qu'il y a un problème. Et quand on jette des pavés sur les forces de l'ordre, c'est de la faute de Gérald Darmanin ? Quand vous, monsieur, je vois que vous êtes trop jeune pour savoir ce qu'est une confrontation. Voyez-vous, le maintien de ce qu'on appelle l'ordre, ça consiste à trouver un équilibre où tout le monde trouve son compte. Que la société ne veuille pas qu'on fasse des dégâts dans une manif, c'est tout à fait normal, et je pense... Mais les manifestants violents, monsieur Mélenchon, ça existe. Les manifestants violents, monsieur, sont punis par la loi. Pourquoi dissoudre toute une association? Par exemple, un journal qui mentirait, on interdirait BFM, ce serait ridicule. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous entendre tout simplement condamner les violences? On ne peut pas défendre l'écologie sans violence. Non, mais attendez, c'est pas la question qui m'a été posée. La question m'a été posée, est-ce que j'approuve ou non la dissolution de l'association? Oui, mais on attend toujours de vous entendre condamner les violences. Mais laissez développer un argument. Oui. J'entends ce que vous me dites. La violence, mais madame, je ne l'ai jamais recommandé. J'ai toujours dit qu'il fallait pas faire ça, que c'était absurde, que ça servait. Regardez, les gens qui m'écoutaient, écoutez-moi, les gens qui m'écoutaient. Chaque fois que vous jetez une pierre, ces trois-là passent ensuite la moitié de l'interview à me parler de ça, au lieu de me parler du fond de la question. Pardonnez-moi, mais il se trouve que... J'ai compris. Ouais, ça fait 3... Mais non, mais vous réclamez la précision, monsieur Mélenchon, soyons précis et honnêtes. Donc, ça fait 3 minutes et 2 questions sur un quart d'heure. Donc la violence ne sert qu'une chose. Elle ne sert qu'à donner les prétextes, à ne parler que de ça et plus du fond. Maintenant, là où je vous interroge tous les deux, et vous trois, et nous tous qui nous écoutez, est-ce que vous comprenez qu'il se produit quelque chose dans la mentalité de la jeune génération? Est-ce que vous le comprenez? La jeune génération est révoltée, à juste titre, contre l'indifférence au saccage de la nature. Et ça d'ailleurs a été théorisé. Il est impossible, quoi qu'on fasse, le pouvoir s'en fout. On fait 6 mois, 8 mois de grève, de manifestations tranquilles, calmes, contre les 2 années de retraite de moins, et il ne se passe rien, il passe en force. Le Lyon-Turin, ça fait 2 ans que ça dure, qu'on oppose des arguments, il ne se passe rien. La violence est déclenchée par le refus des autorités d'entendre ce qui se passe. Et vous la justifiez ? Donc ça veut dire au fond, comme il y a un silence de l'État, comme le gouvernement n'entend pas la colère, au fond la violence finit par
être une sorte de mal nécessaire. C'est ce que vous dites? Non, c'est ce que vous dites vous. Non, mais si vous dites à la fin, la violence, il n'y a pas d'autre possibilité, il y a la révolte. Écoutez, c'est vous qui venez de le dire. Moi, je ne dis pas ça. Je pense, et tout le monde m'a entendu dire exactement le contraire il y a quelques secondes. Donc, monsieur Duhamel, vous perdez votre temps. Ne faites pas les réponses à ma place. Pour ma part, compte tenu de mon expérience de vie dans ce domaine, pas seulement de la dernière manif, de tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu quand il y a eu de la violence et quand il y a eu de la guérilla, je dis ça ne sert à rien. La non-violence, j'ai le droit, c'est ma philosophie personnelle. La non-violence et la riposte non-violente est la solution. Mais quand des gens font de la violence, au lieu de considérer que ce sont des délinquants, qu'il faut immédiatement capturer, dissoudre leurs associations, les mettre en garde à vue sans décision de juge, j'essaye de comprendre. Et je me dis, comment pourrait-on faire pour que les mêmes ne pensent plus que la violence est une solution? J'essaye de réfléchir. Vous demandez comment réprimer. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vie. Je voudrais revenir un instant, s'il vous plaît, rapidement. Je dis rapidement parce que... Je fais ce que je peux. Hein. Ouais, la question de l'eau, d'un mot, parce qu'on a vu des cartes là passer cet été. En fait, par système de miroir assez étonnant, la sécheresse s'est installée au nord, il manque pas d'eau au sud, mais cela va évoluer dans les semaines qui viennent. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, selon vous? Est-ce que les gens qui ont des piscines, on leur dit vous ne les remplissez pas? Est-ce que les infrastructures publiques, de la même manière, on arrête d'arroser? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Ou est-ce que ça doit être différent? Il faut aller jusqu'où il faut. Si on manque d'eau, il faut faire des priorités. N'est-ce pas? Là, je réponds comme quelqu'un qui essaye de réfléchir rationnellement. Si il manque d'eau, alors il faut rationner l'eau qu'on utilise, ou l'utiliser à bon escient. Bon, peut-être que c'est pas urgent d'arroser les golfs. Peut-être qu'il y a certains arrosages en plein midi que j'ai vus sur des cultures qui sont absurdes. C'est-à-dire, nous devons arrêter d'exporter de l'eau. Par exemple, quand on arrose un champ de maïs qui est destiné à aller nourrir les poules chinoises, non seulement nous nourrissons ces braves bêtes, mais nous exportons de l'eau. Il faut donc cesser d'exporter de l'eau. Il faut cesser d'arroser tout et n'importe quoi. Mais je voudrais vous dire qu'une fois de plus, le problème n'est pas traité comme il le faut avec sérieux. Voyez-vous, j'ai commencé ma campagne présidentielle 2 ans avant l'élection, c'est dire, j'ai pris le temps, et j'ai commencé par un meeting sur l'eau. Et pour que ça capte l'attention, malheureusement, je n'y suis pas arrivé, on avait fait un meeting en réalité augmentée. Hein. Bon, ça n'a rien donné. J'ai essayé à plusieurs reprises, et là, pour le coup, c'est pas la faute de la presse. Parce que, bon, pour une fois. Oui, pour une fois, comme vous dites, mais pas toute la presse, parce que je n'étais intéressé à rien, mais l'AFP, oui. Et ils avaient fait plusieurs communiqués pour dire ce qu'on était en train de dire. Et je lançais l'alerte. Alors maintenant, je vais en faire une autre. Et je vous demande de m'écouter. La situation va s'aggraver. Pourquoi? Parce que la fonte des glaces va plus vite que prévu, ce qui signifie que l'eau froide qui descend dans l'océan universel est plus importante, et donc le tapis roulant qui fait le tour depuis l'Atlantique, ensuite revient comme ça, qui est un tapis roulant de courant dans la mer, est modifié, ralenti, et à certains endroits, il s'arrête. Par conséquent, les saisons vont changer, et vous avez fait remarquer que c'est curieux, le sud et le nord ne réagissent pas de la même manière. Vous n'avez pas fini d'en voir, et nous sommes entrés dans une ère de grande incertitude. Par conséquent, ce que le pouvoir n'a pas fait, alors que l'alerte lui a été donnée, alors que tous les scientifiques donnent l'alerte, alors que la plupart des politiques qui s'intéressent à l'écologie l'ont fait, n'a rien fait. On n'a même pas acheté un Canadair de plus. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, vous ne savez pas comment on fera pour amener de l'eau dans les villages où il n'y a plus d'eau. Et puisque vous me parliez tout à l'heure du Lyon-Turin, il y a 16 puits pour puiser de l'eau qui sont asséchés du fait du Lyon-Turin, ce qui est contraire à toute la loi. Mais du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous dites que le pouvoir n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Oui, alors... Ah ben oui, non, mais déjà, alors c'est à moi de débrouiller la situation. Dans ce cas, élisez-moi tout de suite, hein, parce que je m'en occupe. Non, mais comme c'est vous, vous qui êtes mon invité aujourd'hui, je vous pose la question à vous, si vous voulez bien. Comme M. Macron sera là, je lui poserai la question différemment, mais sur le même sujet. D'accord, merci. Non, mais vous avez raison, on peut se marrer un peu quand même. C'est des sujets un peu graves. Hein. Bon, alors, déjà, on commence par dire où il va manquer de l'eau, parce qu'on sait à peu près. Les villages où il y avait déjà un problème. Les villes, parce que... Je vais vous dire, il y a un endroit où il n'y a pas d'eau depuis des mois et des mois, c'est la Guadeloupe. D'ailleurs, là aussi, l'ONU nous a dit, écoutez, 1 an sans eau, okay, 2 ans, passons, 3 ans, passons. Mais 5 ans, mais 6 ans, mais 10 ans. Et vous faites toujours rien, les Français. Par conséquent, nous savons que le pouvoir est capable de ne rien faire quand il y a une situation très grave et dire, bah, écoutez, on verra. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'automne reviendra. Quelles sont les solutions? Ah ouais, non, mais je veux quand même dire les responsabilités. Moi, ma réponse est simple, elle est de logique. S'il manque d'eau, on voit comment on fait pour la compenser.
Les préfets, au lieu de s'occuper d'interdire des manifestations ou de les rendre bordéliques comme hier, doivent s'occuper de savoir comment les endroits où on manque d'eau vont être approvisionnés. Si on approvisionne, ça veut donc dire que certains usages seront dorénavant bloqués. Par exemple, Vittel doit arrêter de pomper de la flotte dans la nappe phréatique qui est en dessous, parce que les petites villes et les villages qui sont autour n'en ont pas, voyez-vous. Donc c'est eux qui devraient avoir l'eau, et pas l'entreprise Vittel qui la prend gratuitement sur le dos de tout le monde. Et ainsi de suite. On économise, c'est-à-dire qu'on partage différemment l'eau. Que voulez-vous faire d'autre? Je ne peux pas faire pleuvoir, mais je vous jure que si je pouvais le faire, j'irai le faire tout de suite. Et nous allons revenir en direct dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Luc Mélenchon qui est notre invité ce midi. A tout de suite. Monsieur Mélenchon, on fait apparaître 3 photos d'actualité dans le mur derrière moi. Vous allez pouvoir en choisir 2. Vous allez voir Elon Musk et Bernard Arnault ensemble. Vous allez voir Marlène Schiappa et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec Emmanuel Macron. Quelle première photo choisissez-vous? Alors, Musk et Schmoll, là, et puis là-bas, qui est à côté de Musk? Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault. Voilà. Alors on va commencer avec celle-là. Bernard Arnault, excusez-moi, j'ai dit Schmoll, c'est une vieille habitude. Et là-bas, les deux autres. Monsieur Macron Ben et Ben Salman. On va commencer avec Elon Musk et Bernard Arnault. Ce sont donc les 2 hommes les plus riches du monde. À eux deux, 400 milliards d'euros de fortune. Cette photo a été prise cette semaine parce qu'Elon Musk est venu à l'occasion du salon Vivatech en France. Ils ont déjeuné ensemble. Et cette photo, elle a provoqué un raz-de-marée de commentaires. Je voudrais savoir ce qu'elle inspire pour vous. Les 2 personnes, comme êtres humains, je ne les connais pas, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais pour ce qu'ils représentent, oui, j'ai un avis. Les 2 représentent ce qui, à mon avis, est le plus immoral dans le mode de production capitaliste, c'est-à-dire une accumulation gigantesque qui se fait nécessairement au détriment des autres. Hein. Ce qu'ils ont, c'est ce que les autres n'ont pas. Et puis, tous les 2 pilotent des projets qui posent problème. Alors là, bon, c'est un mania de l'opinion, mais de bien d'autres choses. Et Monsieur Musk, surtout, pose problème. C'est lui le plus qui soulève le plus d'interrogations par d'abord ses idées. C'est un homme qui est très proche d'une forme d'extrême droite très radicale, quasi suprématiste. Comme il a les moyens de ses idées, je le considère comme très dangereux. Il ne vous plaît pas sur l'aspect de développement spatial, vous qui êtes féru du sujet, qui en avez beaucoup parlé? Ouais, d'abord, comme parce qu'il contribue à sa manière à faire avancer pour le coup la recherche et l'exploration. Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui parce qu'il ne fait rien en réalité. Pardon, je vous donne mon point de vue tout cru. Tant pis, ça me vaut des problèmes. Mais Monsieur Musk n'existe que parce qu'il a des contrats de la NASA et que c'est plus l'État américain qui fait, c'est lui. Alors les Français ont été capables, avec bien moins de moyens, de développer la fusée Ariane, sur laquelle les autres pays mettent leur décalcomanie, Monsieur Mélenchon, et peut perfectionner le système. Monsieur Mélenchon, d'un mot, Emmanuel Macron se bat aussi pour que Elon Musk implante une usine Tesla en France. Si vous étiez président, vous n'essayeriez pas de convaincre ce type de milliardaires d'implanter des usines en France pour créer de l'emploi? Pour créer de l'emploi et des bagnoles qui consomment, qui sont... Non, je ne ferai pas ça. Si j'étais le président de la République, d'abord, je ne tiendrais pas des discours abstraits comme le président Macron qui... Plus d'usines. Non, mais d'accord, il dit qu'il faut réindustrialiser. Dès qu'il y a un type qui vient avec 3 clochettes, on dit « Ah, bravo, merci ». Bon, non, tout ça est ridicule. Réindustrialiser n'a pas de sens si on ne dit pas pourquoi faire. Par exemple, moi je vous dirais, nous devons avoir en France une capacité de fonderie et de traitement de tel ou tel métal parce que nous en avons besoin pour faire des rails, pour développer le chemin de fer ou pour fabriquer des machines ou l'eau motrice. C'est-à-dire réindustrialiser, ça ne veut rien dire. C'est le marché qui va réindustrialiser. Non, pour moi, c'est la volonté, la direction dans laquelle on va. Voilà, donc il faut faire des machines marémotrices en France. Pour ça, il faut qu'il y ait des usines qui ouvrent. Et si personne ne veut les ouvrir, alors l'argent public peut y servir pendant un temps avant qu'on en crée des coopératives, etc. Je sais comment faire. L'autre photo, c'est donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il a donc été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. La Ligue des droits de l'homme dénonce cet entretien. Je la cite, estimant qu'il s'agit du triomphe du pouvoir et de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord ? En général, je suis plutôt de l'avis de la Ligue des droits de l'homme, cette fois-ci encore, mais je voudrais pour la majorité des Français qui sont hostiles à la peine de mort, qu'ils sachent que cet homme, dans son pays, on a guillotiné 196 personnes, pas guillotiné, coupé la tête au sabre. Et cette année, encore plus. C'est-à-dire, alors ça a 2 leçons. La première, c'est qu'en principe, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche avec un tel personnage, qui n'est élu par personne, je tiens quand même à le rappeler. Mais deuxièmement, ça vous montre que la peine de mort n'est nullement dissuasive, car il y a 7 fois plus de gens qui ont été
à qui on a coupé la tête cette année qu'en 2021. Par conséquent, ça montre que ça n'avance pas. Mais le fait le plus important, je demande aux Français de bien m'entendre là. Écoutez, ce type a décidé de réduire la production de pétrole de son pays. C'est ça qu'il a décidé. Donc, le prix du pétrole va augmenter si on diminue la quantité disponible. C'est donc un problème pour nous tous. Et nous avons intérêt à lui dire, monsieur, vous êtes assez gavé d'argent sur le dos du monde entier. Donc vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas? Pardon? Vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas? Comme président de la République, en principe, c'est vous qui invitez les gens. Les gens, ils viennent pas tout seuls. Si vous avez envie de leur dire des choses désagréables, dans le système diplomatique, vous envoyez vos ambassadeurs ou votre ministre pour dire, écoutez, arrêtez. Et dernier élément, pardon, il faut à tout prix que je dise ce que j'ai à dire. Monsieur Ben Salman a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a décidé qu'il n'était pas fermé au fait que le commerce mondial ne se fasse plus en dollars. Personne n'y comprend rien, mais moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les pays qui veulent faire ça représentent 35% de l'économie mondiale. S'il décide de ne plus commercer en dollars, nous allons devant d'une catastrophe. Monsieur Ben Salman a-t-il réfléchi à ça? Ou bien s'apprête-t-il à soutenir la proposition de Jean-Luc Mélenchon qu'il y ait une monnaie commune de référence qui ne soit plus le dollar et abondée? Monsieur Mélenchon, et je dis Monsieur Mélenchon pour l'accabler, le malheureux, car c'est aussi une idée qui vient du Brésil et de la République populaire de Chine, ce qui ne se cite pas en France. Monsieur Mélenchon, on va vous montrer des images de la marche blanche qui a lieu en ce moment même en hommage à la jeune Lindsay, donc elle s'est suicidée à l'âge de 13 ans en raison du harcèlement scolaire dont elle était victime, pardon. Et elle en a fait part. Il y a un témoignage ce matin dans Le Parisien de sa meilleure amie qui raconte comment ça a commencé. C'est d'une futilité abominable. En gros, des petites filles la trouvaient trop coquettes ou pas sympas ou pas assez jolies, enfin peu importe. On en est arrivé là. Bien sûr. Vous, président de la République, puisque vous en parliez il y a quelques instants, vous avez utilisé cette expression. C'est pas le cas, hein, et je ne suis pas candidat, je le rappelle. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace? Parce que ça existe depuis toujours, on pourrait citer la guerre des boutons, etc. etc. Ouais. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat. Oui, ça existait depuis toujours. Personnellement, j'en ai fait l'objet quand je suis arrivé en 6e, j'étais un petit pied noir, donc j'aime mieux vous dire qu'on a été très mal accueillis par des mots qui n'étaient pas aimables du matin au soir. Mais maintenant, ça peut devenir extrêmement obsessionnel, hein. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il faut étudier ces questions avec du soin. C'est une question où on a besoin du savoir des psychologues, des sociologues, etc. pour nous aider à comprendre. On a repéré que les victimes du harcèlement étaient surtout dans l'année de transition de la 6e. Et plus particulièrement lorsqu'on tombe sur des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont à l'âge de la puberté. Donc, ce sont des moments qu'il faut observer avec attention pour savoir comment intervenir. Après, il n'y a pas d'autre solution que, premièrement, côté école, améliorer l'encadrement humain. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse aller voir quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait au moins un conseiller principal d'éducation. Puis, honnêtement, le surge, ça fait un peu peur, comme on disait. Donc, il faut qu'il y ait des surveillants avec qui on peut aller parler, à qui on dit « Attention, mon garçon, pardon, on ne parle pas comme ça, monsieur, madame, vous devez être à l'écoute des gens, regardez bien, faites attention. » Et côté parents, aussi, il faut dire aux parents, les parents ne sont pas préparés. Regardez un parent, il va dire, si vous donnez quelque chose à un gosse, le gosse va prendre. Et le parent va en général dire, on dit merci, alors il dit merci. Les parents sont préparés à une série de codes sociaux, mais ils ne sont pas préparés à tous. Et donc, ils ignorent totalement ce que peut être le harcèlement et surtout la violence de ce qu'on ressent. Enfin, souvent, les parents, en l'espèce dans l'affaire de la petite Lindsay, parfois étaient pas du tout, parfois même accompagnés le harcèlement ou étaient parfois complices. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui ne mesurent pas ce que sont en train de faire leurs enfants. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si c'est ça, c'est absolument condamnable. Par contre, les gens qui sont là, c'est très important, qui viennent à la marche, etc. Pourquoi? Parce qu'ils rendent majoritaire une idée. C'est-à-dire que plein de parents vont se dire « Ah ben oui, quand même, moi je suis d'accord avec eux ». Et donc, à partir de là, peut-être vont-ils être plus vigilants et dire à leurs enfants « Dis donc, toi, tu fais quoi là avec ton ordinateur là? T'écris à qui ?» Voilà. Jean-Luc Mélenchon, sujet qui concerne l'école, oui. Oui, qui concerne des écoles élémentaires à Nice. Vous avez dû en entendre parler. Il y a eu, il y a quelques jours de ça, des prières musulmanes qui ont été faites à l'heure du déjeuner par quelques élèves. C'est un phénomène assez limité, mais Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, parle de graves atteintes à la laïcité. Est-ce que vous êtes vous aussi choqué? Est-ce que vous reprendriez ces mots-là? Donc pas choqué du tout, apparemment.
D'accord. Je suppose que je dois être choqué, mais d'abord commençons par dire que réellement le problème de l'école primaire aujourd'hui, c'est pas ça, c'est les classes qu'on ferme, c'est les gosses qui peuvent pas manger, c'est les 8 millions de Français qui mangent pas à leur faim, qui bouffent les restes de leurs gosses, enfin, c'est la cata qui se répand dans ce pays social. Alors après, il y a une attendez, règle qui s'appelle la laïcité. Qui va dire on est d'accord avec une prière à l'école, quelle qu'elle soit, que ce soit une prière catholique, musulmane, juive ou ce qu'on veut? Personne. Nous ne sommes pas d'accord. Et je vais dire une chose, moi je ne suis pas théologien, par conséquent c'est pas à moi de dire, mais la prière en général, dans toutes les religions du monde, est entourée d'un certain nombre de précautions. Dans l'islam en particulier, il y a des ablutions, etc. Les catholiques, normalement, doivent prier, s'ils suivent la Bible, 7 fois par jour. S'ils suivent la religion telle qu'elle est pratiquée, c'est 3 fois par jour. Et là, ce sont des enfants. Mais on va pas faire ça à l'école, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane du Maghreb et français, c'est un islam qui dit qu'il faut se soumettre aux lois du pays dans lequel on est. Par conséquent, ceux qui font ces prières se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable, Monsieur ni du point de vue de l'école, ni du point de vue de la religion. Rapidement, la question que vous pose aussi Amandine, c'est celle du respect de la laïcité à l'école. On a vu ces derniers temps aussi... Mais pourquoi vous faites le commentaire de ces questions? Non, mais c'est pour rebondir. La question est très claire et c'est pour rebondir. Un phénomène de recrudescence du port d'abaya à l'école qui a été quantifié. Là encore, 500 signalements, sans doute beaucoup plus, parce que ça n'a pas été signalé. Quand on a entendu les réactions dans votre camp, on disait non, il faut pas s'en prendre, faut pas stigmatiser la communauté musulmane. Attention à l'islamophobie. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de déni de ne pas voir ce qui se passe dans certains collèges, dans certains lycées sur ce sujet? Non, il n'y a pas de déni et il y a une obsession de votre part. C'est obsessionnel. Il faut continuellement que vous parliez de tout ce qui, de près ou de loin, permet de montrer du doigt les musulmans. Alors, je le redis, vous pouvez dire que ce n'est pas votre avis, c'est le mien. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans la parole officielle de ce pays. Donc le port d'abaya, c'est pas un problème. L'abaya n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme une tenue musulmane. Et certains disaient la même chose pour le voile, monsieur Mélenchon. Mais attendez, monsieur, vous êtes un savant de la théologie musulmane. Je vous pose des questions. Devant vous. Mais l'organisation qui s'occupe du culte musulman en France, qui peut-être a une le CFCM, petite supériorité en matière de religion que vous. Hein. Je ne veux pas critiquer votre connaissance de l'islam. Mais eux, ils disent que c'est pas une tenue donc musulmane. Vous vous alignez sur la position du CFCM et vous dites les abayas, pas de problème, on peut continuer à en porter au collège. On va avancer, s'il vous plaît. Si c'est ça que vous voulez me faire dire, tiens, pour une fois, je vais être d'accord. Et je voudrais attendez, mais monsieur Duhamel, vous êtes là pour ça. Je sais ce que vous faites. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Oui, bon, on a compris. Alors, l'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, mais on ne peut pas dire que ça n'a rien de religieux. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, monsieur Duhamel, peuvent parfois, à certains moments, préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques pour les intéressés. Et ça dure quelque temps. L'abaya n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. L'abaya, il y en a des grandes, des petites, des moyennes. Et après tout, vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors, s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit « Comment, des chemises à fleurs ?» Est-ce que vous savez que l'homosexualité est réprimée? C'était dans la loi jusqu'à 1982, monsieur Duhamel. Alors vous voyez, les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change. C'est pas la peine d'en faire des drames et d'embêter 6 millions de musulmans dans ce pays en les montrant du doigt tous les 5 minutes.